Nashukuru wote kwa kujoin. Je voudrais vous présenter Dr. Thomas Weiser, est un consultant pour Lifebox. C'est un chirurgien, un intensiviste, un urgentologue chirurgical et également un professeur associé de l'Université du Centre médical de 2006 à 2009. Il faisait partie du programme Les chirurgies sécuritaires sauvent des vies pour l'Organisation mondiale de la santé. Et il a supporté le développement de l'outil de décision pour l'oxymétrie de pouls. À vous, Dr. Weiser. Merci, Monica. Merci à Assist de nous accueillir. Bienvenue à tous pour cette grande rencontre sur justement l'oxymétrie de pouls en ce temps de COVID-19. Merci à nos co-commanditaires, l'Université Johns Hopkins, l'Université Stanford, Lifebox et à tous nos panélistes, à vous tous qui se joignez à nous aujourd'hui. Le format de cette session sera d'avoir une discussion d'une trentaine de minutes de panélistes et ensuite une trentaine de minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les écrire dans l'icône chat, celle de la boîte de discussion au bas. Nous avons 75 minutes. Nous allons tenter de répondre à toutes les questions qui seront dans la boîte de discussion. Laissez-moi vous dire quelques mots au sujet des instabilités civiles aux États-Unis. Nous sommes solidaires avec tous ceux qui sont désillusionnés. Nous supportons l'équité et nous espérons pouvoir appuyer tous ceux qui veulent avoir accès aux soins de santé. Et pour nous, l'équité, c'est très important. Nous avons trois panélistes aujourd'hui. Dr. Boye Mayo, qui est là pour de la République démocratique du Congo. Il a travaillé environ 8 ans dans différentes conditions au niveau de la malnutrition, des problèmes d'oreillons avant la COVID-19, et il a eu à composer avec l'Ebola. Il a été notre leader de santé dans plusieurs pays. Dr. Rick McCollum est à l'Université de Johns Hopkins. C'est un expert en problèmes respiratoires globaux chez les enfants depuis maintenant 15 ans d'expérience en recherche en Afrique du Sud et en Asie du Sud. Il est présentement basé au Lesotho où il dirige le programme de sciences respiratoires pédiatriques de Johns Hopkins. Dr. Susan Shepard est également une experte en pédiatrie spécialisée dans la malnutrition chez les enfants. Dr. Susan a été très importante dans le développement des outils que nous allons vous présenter aujourd'hui. Comme vous le savez, tous les problèmes d'oxymétrie de pouls sont devenus très essentiels pour trouver un triage approprié dans la COVID-19, qu'il s'agisse de soins intensifs. Lifebox a travaillé pour développer des outils décisionnels pendant cette pandémie, utilisation des saturations artérielles en oxygène. Et cet outil de décision se veut un guide pour les travailleurs de première ligne lorsque les problèmes respiratoires deviennent aigus. Et nous en utilisons dans des endroits chauds comme à New York. Et nous voulons aussi souligner tous les guides de l'Organisation mondiale de la santé disponibles sur leur site web. Nous espérons que aujourd'hui, ce que nous allons discuter vous donneront des options et pourront vous apprendre comment donner les meilleurs soins possibles avec les patients atteints de COVID-19. Merci énormément de vous joindre à nous et de partager vos expériences avec nous.
amorçons la discussion et j'inviterai chacun de nous parler de votre situation, dépendant où vous êtes, de la pandémie et comment vos organisations ont réagi. Commençons avec Dr. Susan. Merci, Tom. Merci à vous tous de vous joindre à nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Je ne peux qu'être euh, conforté par ce partenariat de gens venant d'un peu partout à travers le monde et qui sont avec nous aujourd'hui. Ce partenariat, pour nous, c'est très important. Et notre organisation, c'est une organisation de réponse d'urgence. Nous sommes basés à Dakar et la grande majorité, 90 qui travaillent pour Anima, viennent du centre de l'Afrique. Anima a plusieurs projets, une quarantaine de projets, notamment dans l'ouest de l'Afrique, mais au sud du Soudan. Et nous avons lancé des projets de traitement de la COVID-19 dans la République démocratique du Congo, en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso et au Nigeria. Ces projets vont de 50 lits à 400 lits dans certains pays. La plupart sont basés dans les capitales, mais il y a un projet en particulier qui mérite de l'attention, c'est au Bénin. Nous avons répondu à un problème d'Ebola au cours des 2 dernières années et où nous avons voulu transformer une unité de traitement d'Ebola en unité de traitement de la COVID. Alors, nous avons géré ces deux cendres d'épidémie presque simultanément. Arima travaille en support au ministère de la Santé, mais il y a aussi quelques projets où nous sommes sur la ligne de front. Dr. Baoué va nous parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais il y a plusieurs projets en Guinée où il y a 400 unités, enfin 392 patients, et dans l'ensemble, le commentaire que je ferais, c'est que cette épidémie, qu'elle a différents caractères, différents profils, différentes bases, et le type de population et la ligne de temps font en sorte que plusieurs autorités ont répondu. Cela crée des profils très différents. Du Burkina Faso, où très tôt, il y a eu un très haut taux de mortalité, et une situation qui semblait beaucoup proche de celle de l'Italie du Nord ou de New York ou d'autres endroits où ça s'est développé plus lentement, comme au Sénégal, où au premier mois, il y avait très peu de mortalité, alors que le taux a augmenté au cours des derniers mois, des dernières semaines. Alors, cela nous force de travailler ensemble, d'être créatifs pour trouver les réponses appropriées, dépendant où nous sommes. Merci. Merci, Dr. Susan. Dr. Boyer, voulez-vous nous parler de la situation où vous êtes? Mon nom est Dr. Baoué. Je suis urgentologue en République démocratique du Congo. Je suis très heureux de me joindre à cette discussion aujourd'hui. Je suis très motivé pour ce type de discussion. Je vais vous donner un peu le contexte ici en République démocratique du Congo. Je vous parle de Kinshasa et nous sommes le 12e pays en termes de nombre de cas de la COVID-19. Nous avons plusieurs milliers de cas. C'est différent de ce qui se passe dans l'Ouest parce que certaines mesures sont difficiles à mettre en place, mais l'ultime mesure à Kinshasa, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau de la distanciation sociale, le confinement. Alors, ce que le gouvernement a fait, c'est d'intégrer toutes les responsabilités de la COVID-19. Toutes les structures doivent gérer la COVID-19
parce qu'il y a évidemment des gens asymptomatiques et pour mettre fin à cette pandémie. Euh, alors, c'est pourquoi la réponse est intégrée. Euh, et Anima travaille également en partenariat avec l'hôpital de Kinshasa dans la gestion de cas et également avec le système de santé de district et au niveau des hôpitaux. Nous avons dû repenser l'accueil pour les cas soupçonnés de COVID-19 et au niveau de la gestion de cas. Merci, Dr. Bray. Dr. Eric, voulez-vous nous parler un peu de votre contexte et de vos observations? Merci, c'est un plaisir d'être ici. Et au Lesotho et comme dans plusieurs pays, il y a des enjeux communs, mais changer les systèmes, ça a demandé beaucoup d'efforts. Mais maintenant, nous avons les tests, l'équipement approprié et bien sûr, tenter d'améliorer l'accès à l'activité de coût. 1700 personnes au Lesotho ont été testées pour le coronavirus. Seulement 4 personnes ont été trouvées positives. Il y a encore 150 tests qui doivent être évalués. Il n'y a pas encore eu de mortalité, même si il y a eu des morts dans les cas soupçonnés. Notre organisation, je suis de la faculté de Johns Hopkins et vous l'avez mentionné, nous soutenons le ministère de la Santé avec 17 hôpitaux de district qui sont desservis pour les patients atteints de la coronavirus. La première phase, c'était vraiment de se concentrer sur les centres de santé, ce qui, évidemment, a dû nous forcer à réorganiser les hôpitaux de district pour le soin du coronavirus. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous augmentons notre capacité de traitement. Merci. Merci, Dr. Eric. Laissez-moi, je sais que chacun d'entre vous avait préparé des commentaires et des diapositives à partager avec notre auditoire aujourd'hui, mais je commencerai avec Dr. Susan. Alima a été très instrumentale dans le développement des outils pour combattre la COVID-19. Pouvez-vous nous expliquer la logique derrière tous ces outils et comment vous y en êtes arrivé? Merci, Tom. Alors, quand la COVID-19 est arrivée, Alma était déjà très impliquée dans les centres de santé de première ligne au niveau de l'oxymétrie de pouls. Ce n'est pas un outil commun dans les centres de santé, mais vu la prévalence de la mortalité dans les cas de problèmes respiratoires, nous avons introduit justement l'oxymétrie de pouls pour la transférer au niveau de la thérapie de l'oxygénation dans les hôpitaux. Alors, c'est devenu un peu naturel pour nous dans le contexte de la COVID-19, pas seulement sur les enfants, mais sur tout le monde, dans tous les centres de santé, c'est que l'on doit avoir accès à l'oxymétrie de pouls pour les cas présumés où le fardeau de problèmes respiratoires ou de maladies respiratoires se développe. Et les outils de soutien, de support pour l'oxymétrie de pouls, j'ai oublié de mentionner dans mes remarques initiales que nous ne sommes pas seulement dans les hôpitaux, mais nous supportons également plusieurs centaines de centres de santé, justement pour introduire l'oxymétrie de pouls et la protection et le contrôle. Alors, dans partenariat avec plusieurs groupes, nous avons entrepris un système qui serait relativement simple, qui pourrait être sur notre affiche et qui s'appliquerait à tous les âges et qui pourrait guider les travailleurs de la santé
à savoir quand mesurer l'oxymétrie de pouls et, et leur permettre, lorsque l'on utilise comme l'oxymétrie de pouls comme évaluation et savoir si on a besoin de thérapie d'oxygène et, et les transférer dans des systèmes où l'oxygène est disponible. Je pense que, à la base, l'outil a 2 points. D'abord, ça commence par le triage pour savoir si on a des problèmes d'hypoxémie. Et la deuxième partie, si vous pouvez présenter l'autre diapositive, c'est aussi de guider les cliniciens une fois que les patients sont sous oxygène pour parce que l'oxygène, c'est une drogue avec des bénéfices et des effets secondaires. Alors, pour donner euh, des, euh, des guides pour savoir combien d'oxygène donner et, et à quel point nous devons surveiller la saturation artérielle en oxygène et dans un sens euh, quand même sécuritaire. Et davantage, c'est aider les cliniciens à savoir quand le patient, son état de santé se détériore, et quand donner plus d'oxygène ou quand transférer le patient à un niveau de soins supérieur. Il y a bien sûr d'autres mesures qui doivent être incluses. Euh, la position, par exemple, du patient, euh, mais le but, c'est d'avoir un guide de base pour les cliniciens, peu importe leur niveau d'entraînement, pour pouvoir, de façon sécuritaire, offrir de l'oxygène. Je pense que euh, la partie difficile de cette diapositive, c'est de voir quel est le moment où il faut administrer l'oxygène. Et quand l'Organisme mondial de la santé a donné des lignes de conduite en mars, que l'on a classifié la pneumonie sévère chez les adultes et que l'on a évalué que le taux d'oxygène dans le sang était supérieur à 94 nous avions eu des débats. Je pense en particulier, surtout au niveau du triage, des patients qui étaient loin d'avoir accès à l'oxygène et le chiffre de 94 fait du sens. Et les dernières données offertes par l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'offrir de la thérapie par oxygène à environ 90 des patients. Et je pense que j'aimerais savoir ce que les autres panélistes en parlent, mais c'est une zone grise. C'est une zone grise à savoir quand initier les thérapies d'oxygène et à quel moment nous intubons les patients. Prochaine diapositive nous donne une idée, une suggestion avec quand même des données assez importantes qui nous parlons de plus d'un millier de patients et qui nous permettait de voir les patients qui avaient une saturation artérielle en oxygène de moins de 94 et cette saturation de moins de 94 était associée à un risque de mortalité accru. Et je pense que c'est encore un point à débattre et il y a encore de la recherche à faire pour nous guider. Prochaine diapo. À vous, Tom. Merci, Suzanne. Nous reviendrons au sujet de ces outils et de ces idées et ce que l'on peut modifier alors que nous en sachons davantage. Ma prochaine question pour Dr. Boyer. L'oxymétrie de pouls et la thérapie d'oxygène sont parmi les meilleurs pour les patients atteints de la COVID-19. J'aimerais que vous nous parliez un peu là, des lignes de conduite au niveau du triage. Merci énormément. Je vais partager avec vous ce que nous faisons ici à Kinshasa. Ce que je veux vous montrer, c'est que nous avons 1000 lits en termes de capacité, incluant 50 lits dédiés au cas de la COVID-19.
Euh, Chaque comté, selon les lignes de conduite de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons une réallocation de ressources et comment nous pouvons poursuivre les activités. L'unité de triage que nous avons mise en place pour la COVID-19, nous avons une unité de triage pour tout l'hôpital. Et tous les patients doivent passer par cette unité de triage. Comme Dr. Suzanne l'a dit, au niveau de l'oxymétrie, on s'en sert au triage. Alors, les lignes de conduite à Kinshasa sont un peu différentes. Dans l'unité de triage, nous avons une définition de cas. S'il y a de la fièvre, des signes de problèmes respiratoires, avec un historique d'avoir voyagé à l'extérieur du pays. Alors, aujourd'hui, nous n'utilisons pas l'oxymétrie de pouls au triage, mais nous l'utilisons d'autres outils au triage pour monitorer de façon systématique. Alors, les données que je vais partager avec vous, ce sont les données que nous avons recueillies dans l'unité de la COVID. Par exemple, au mois de mai, nous avons admis 123 patients, 63 cas confirmés, 47 avec des symptômes légers à modérés. Malheureusement, nous avons eu 28 mortalités, 2 confirmés comme étant des cas de COVID. Mais ce que nous voyons, c'est que 56 patients qui ont reçu une thérapie d'oxygène, 13 ont été confirmés et il y a eu des problèmes de comorbidité avec la thérapie. Le défi, c'est de voir que 39 patients qui ont reçu la thérapie d'oxygène sont revenus avec un taux d'oxygène dans le sang de 60 à 80 Nous avons évidemment dû donner de l'oxygène et des ventilateurs. Et le problème que nous avons également, c'est que la capacité de test qui est non seulement pour l'unité de la COVID-19, mais aussi au niveau national, la capacité, c'est 350 tests par jour au niveau national. Mais il y a 2 sortes d'oxygène que nous utilisons. La première, ce sont les cylindres et alors, l'utilisation dans les unités nous permet de surveiller le patient et de voir son taux d'oxygénation et la concentration d'oxygène et comment nous allons décider si le patient a besoin de cylindres d'oxygène ou le concentrateur d'oxygène parce que pour les cylindres, c'est jusqu'à 15 litres à minute. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voilà. L'utilisation de l'oxymétrie de pouls, ce que nous avons décidé, c'est que plus de 85 nous avons décidé d'y aller avec le concentrateur d'oxygène dans les canaux nasaux. C'est 5 à 10 litres par minute. Si c'est moins de 85 nous allons directement au cylindre d'oxygène avec une haute concentration avec le masque facial pour livrer une plus grande concentration d'oxygène. Mais si cela nous permettra, s'il y a un changement, de pouvoir nous adapter. Mais la plupart des patients, quand nous utilisons le concentrateur ou le cylindre, si la saturation est encore moins de 90 nous donnerons 15 litres
d'oxygène. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre option. Et ce que nous prévoyons, c'est d'avoir les fournitures provenant de l'UNICEF que nous pourrons utiliser avec les ventilateurs avec un haut flot d'oxygénation, de concentration. Et alors, présentement, ce que nous utilisons, c'est pour offrir l'oxygène, ce que nous présentons aujourd'hui. Merci, Dr. Boyer. Cela nous aide énormément de voir ce que vous faites sur le terrain en République démocratique du Congo et de voir évidemment les ressources auxquelles vous avez accès. Alors, nous comprenons comment ça se passe en temps réel. C'est très utile. Et Dr. Eric, je vais aller à vous et vous demander, je sais que vous avez des préoccupations particulières, des techniques particulières pour la gestion pédiatrique. Est-ce que vous avez des commanditaires supplémentaires sur l'oxymétrie de pouls dans les cas de COVID et également dans les thérapies à haut flux d'oxygénation? Oui, écoutez, juste pour ajouter, au niveau de l'oxymétrie de pouls pour les enfants, il y a des nuances que nous avons appris euh, au niveau de la saturation artérielle en oxygène et je crois que nous pouvons partager. C'est un outil que nous avons développé. Euh, les points clés ici, avec les enfants, le défi, c'est d'avoir une mesure précise au niveau de l'agitation. Et si c'est culturellement acceptable, permettre à l'enfant d'avoir accès au lait maternel, c'est calmant et cela permet à notre outil de fonctionner davantage. Nous recommandons aussi, avec les enfants qui pèsent moins de 10 kilos et qui ont moins de 2 ans, premièrement, de mesurer la saturation artérielle en oxygène. Plusieurs d'entre nous sont habitués d'utiliser l'oxymétrie de pouls sur les doigts, les orteils, mais si l'enfant est distrait, l'orteil nous permet d'être loin de l'enfant, donc on n'est pas dans son visage et il y a moins de mouvement et cela nous donne plus de succès. Et pour ajouter à cela, nous recommandons aussi de tenir l'extrémité gentiment mais fermement pendant la mesure. Donc, nous trouvons que l'enfant commence à bouger. Elle veut savoir ce qui est sur leur orteil ou leur doigt. Alors, ce n'est pas de presser l'oxymètre pour avoir la mesure et la lecture. Et si vous regardez l'étape 6, il y a comme 3 règles de ce que l'on appelle les rencontres de qualité. La première, c'est-à-dire que le nombre de saturation d'oxygène ne change pas pour 3 secondes. Si c'est stable pour au moins 3 secondes, alors c'est concluant. Si la vague semble régulière et haute, si ça semble comme une vague, ça devrait être quelque chose dans lequel vous devez surveiller pour vous assurer que la mesure est appropriée et concluante. Il ne faut pas que ce soit un peu confus ou irrégulier. Et je pense qu'enfin, le chiffre de saturation d'oxygène et le taux cardiaque, cela devient très concluant et cela fait du sens. Alors, il faut toujours, bien sûr, s'assurer que si la saturation est basse, si le pouls n'est pas approprié, il faut que ce soit physiologiquement, que ce soit logique, que ce soit avec l'orteil ou un doigt. Alors, ce sont les nuances que je voulais apporter pour les cas pédiatriques. Prochaine diapo. Alors, transition entre plus les modalités de ce que j'appellerais de la pré-intubation, à moins que, comme le docteur Bowey l'a mentionné, et la prochaine étape, c'est
Il y a de très beaux algorithmes de triage, mais ce sont des gens qui ne répondent pas nécessairement aux thérapies normales d'oxygène. Alors, je vais parler un peu de le haut flux chauffé de canules nasaux. Euh, c'est vraiment comment plonger un peu plus profondément dans ça, mais je veux introduire ces concepts, ces modalités, notamment au niveau de ce type d'intervention. Lorsqu'il est question des modalités des canaux à haut débit nasaux, c'est de voir un mélange d'oxygène réchauffé et pour permettre le flux respiratoire. Il n'y a pas vraiment de définition unique qui consiste à savoir c'est quoi le haut niveau. Ça varie de patient en patient, surtout avec des enfants. Mais comme vous pouvez le voir à la gauche de l'écran, il y a deux dessins de ce que l'on peut parler de système préparatoire. Mais la clé ici, c'est qu'il y a 5 éléments qui sont assez communs à tout cela. Il y a un générateur au sommet à gauche qui souvent fonctionne comme un mélangeur d'air et d'oxygène. Et c'est cela qui mélange l'air et l'oxygène et qui nous donne un taux de saturation d'oxygène. Si vous regardez un peu plus bas, vous voyez qu'il y a un humidificateur et un chauffe-eau, et c'est celui qui permet de réchauffer l'air. Et c'est assez critique pour euh, le, le flux nasal élevé. Et cela se passe en cours. Et vous pouvez voir au bas, eh bien, le cannula nasal à haut niveau. Il y a, moi j'ai compté 8 bénéfices pour ce qui est de cette thérapie. C'est que c'est bien toléré par les patients. Ils se sentent confortables. Et ce que j'aime de cela, c'est que dans plusieurs de nos établissements, il n'y a pas beaucoup d'expérience au niveau des modalités avancées et même dans les interventions non invasives. Cela nous permet de bâtir sur les habiletés de nos travers de la santé, déjà en mesure de livrer des bas flux d'oxygénation. Alors, dans certains pays, dans nos contextes, je pense que rapidement, nous pouvons établir rapidement un entraînement efficace et rapide. Alors, autre bénéfice en termes d'équilibre des aptitudes, c'est que l'humidification et le chauffe-eau permet rendre cela plus facile pour les patients. Et le haut flux euh, donne l'impression de nettoyer les voies respiratoires et surtout au niveau supérieur, qui ne participent pas dans les échanges de gaz. Alors, le haut débit aide pour être plus efficace. Le haut débit permet aussi de résoudre les problèmes respiratoires et de résistance, surtout chez les enfants. Et cela peut aussi améliorer l'effort respiratoire. Et il y a aussi un effet CPAP. Je vais en parler de façon plus spécifique, mais, mais le CPAP signifie la pression continue au niveau respiratoire et cela nous permet de recruter et de prévoir d'autres problèmes. Cela aide avec la dynamique du volume de pression pour la respiration. Et maintenant, le haut débit chauffé a un effet sur le CPAP et ce n'est pas quelque chose
qui serait la seule. Et si vous regardez le graphique, je vais y aller rapidement, c'est tout simplement pour souligner quelques points. Alors, c'est un graphique de flux en fonction du temps. Et principalement, la vague que vous voyez nous montre le débit qui est généré chez les patients en termes d'inspiration et d'expiration. Et, et il y a quelques points conceptuels avec un bas débit d'oxygénation, c'est la ligne rouge à 5 litres par minute. Ce que vous voyez, c'est que le flux du patient comme tel est souvent au-dessus du bateau d'oxygénation. Alors, donc, la portion de cette vague au-dessus de la ligne rouge, c'est que le patient dilue son oxygénation en respirant l'air ambiant. Alors, nous ne savons pas pour certains ce que cette ligne rouge au sommet représente. C'est un flux qui peut être donné à un adulte avec le débit nasal élevé. Vous voyez que le débit spontané livré au patient fait en sorte précisément donner une concentration d'oxygène au patient. Alors, nous savons exactement ce que nous donnons. En termes de, et ça c'est un point clé dans cette modalité, pour ce qui est du périmètre que vous voulez établir, c'est d'avoir un débit régulier. Souvent pour les adultes, vous voulez commencer le débit entre 20 à 30 litres par minute, mais pour la plupart des gens qui peuvent prendre un haut début, nous allons d'abord tenter de l'optimiser et ensuite sur l'oxygénation. Et l'idée, c'est d'essayer de minimiser l'utilisation de l'oxygénation et maximiser le débit. Et un autre des bénéfices, c'est avec le haut débit de canule nasale, c'est de pouvoir isoler le virus et les contacts autant que possible dans une façon non évasive. Même si avec les travailleurs de la santé, lorsque nous utilisons, nous devons prendre des précautions. Le sens, selon ce que ma lecture, c'est que ne devrait pas y avoir des risques additionnels au-delà de l'administration normale d'oxygène. Pour ce qui est des indications principales pour les hauts débits, c'est pour nous centrer sur les patients qui ont encore de l'hypoxie malgré le traitement d'oxygénation conventionnelle. Et ce que vous avez probablement vu, d'ailleurs la semaine dernière, c'est cette modalité au terme d'intervention non invasive, ces patients qui ont des symptômes plus légers, ce sont les patients qui peut-être ont peut-être des problèmes euh, pulmonaires avec des symptômes plus sévères, plus importants. Et si vous pouvez avoir le haut débit dans un contexte bien encadré, nous allons d'ailleurs parler possiblement de la transition à un CPAP, à une autre approche. Le haut débit est encore relativement dispendieux, plus dispendieux que l'oxygénation conventionnelle. Et ce que nous planifions de faire au Lesotho, c'est de désinfecter et de réutiliser certains de ces outils. Cela peut nous permettre d'économiser des ressources. Cela nécessite de l'oxygène, mais ce que nous planifions faire, c'est d'avoir des endroits, nous ne les avons pas encore, mais nous sommes en processus, c'est d'utiliser des concentrateurs d'oxygène. Vous pouvez utiliser des concentrateurs d'oxygène pour 8 à 10 litres par minute et pouvoir livrer cet oxygène
à 40-45 au-delà de ça, vous aurez probablement besoin d'un cylindre. Autre problème, c'est le besoin de sources d'énergie constantes. Ça peut être un défi. Et nous avons besoin d'humidification. Cela nécessite du pouvoir. Euh, la prochaine diapo. Je vais ici parler de la ventilation. Alors, pourquoi voudrions-nous utiliser qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une autre modalité pour fournir pour les gens qui ont des problèmes respiratoires et de leur donner une approche non invasive. C'est pourquoi ces masques sont là. Comparé, par exemple, l'intubation avec une trachéotomie, alors que ceci n'est pas invasif. La vraie indication pour cela, c'est au niveau potentiel, c'est que vos patients continuent d'avoir un haut débit d'oxygénation, et nous le savons avec la coronavirus, c'est d'avoir un flot respiratoire calme afin que l'air soit processé de façon, à moins que vous ayez, si vous avez accès à des masques, donc CPAP, ou des masques avec une saturation artérielle, ce qui n'est pas disponible pour tout le monde, et en termes de la ventilation. Alors, ce sont les bénéfices lorsque vous voulez vous attaquer à l'hypoxémie, surtout d'avoir plus de pression au niveau des voies respiratoires et des ventilations. Les bénéfices par rapport aux mécanismes invasifs, c'est que cela évite les traumas liés à l'intubation pour des patients qui peuvent encore communiquer comme ils peuvent l'être. euh, ils peuvent continuer à manger, à boire. Euh, Cela évite les problèmes associés à la ventilation, comme la pneumonie. Et, et donc, évidemment, encore une fois, l'Organisation mondiale de la santé, dans le contexte de la COVID, cela peut être essayé pour quelques heures et cela peut marcher pour plusieurs patients. Il y a deux options. Et il y a l'option CPAP comme ventilation non invasive et la IPAP. euh, Comme je le disais, le CPAP, c'est la pression continuelle pour l'hypoxémie. Euh, le BIPAP, c'est le niveau, le biniveau de pression et probablement plus efficace pour l'hypoxémie. La clé, et je reviens au diapo, c'est, vous pouvez voir, surtout chez les enfants, nous commencerons par les cannulas nasales, ensuite avec le masque. Euh, Au bas de l'écran, vous pouvez voir deux exemples de masques oronasaux. Évidemment, nous avons ici le mannequin enfant. C'est le problème, c'est que nous avons aussi des écoulements oraux qui peuvent compliquer. Le masque oronasal ouvre le visage. Cela peut vous donner des bénéfices physiologiques supérieurs, mais c'est aussi beaucoup plus difficilement tolérable pour le patient. Et l'autre problème, c'est que le masque facial ou nasal, il y a un plus haut risque d'aspiration si, par exemple, le patient vomit. Alors, il faut que ce soit fait sous une supervision très étroite. Prochaine diapo. Alors, c'est la dernière diapositive. Je vais y aller rapidement. Ne vous inquiétez pas. Un exemple dans ces dessins sur les circuits de ventilateurs, vous voyez dans le circuit C, c'est ce que l'on appelle
ventilateur standard. Donc, c'est un outil qui est à la fois invasif et non invasif. Il y a deux liens. L'avantage, c'est que, ces ventilateurs, vous pouvez générer un plus haut débit. Il y a plus d'alarmes. L'intubation double évite les problèmes. Les deux autres exemples sont beaucoup plus des ventilateurs portables. Vous pouvez le voir, qui sont disponibles commercialement, vous pouvez utiliser à la maison. Ils ont un taux limité et l'intubation unique augmente les risques. Très brièvement, pour parler de la mécanique, et je ne vais pas aller dans les détails, le graphique central ici, c'est la pression intra-alvéolaire sur une période de temps par rapport à la pression à l'extérieur des poumons. Et ce que je dirais, c'est que tout simplement pour le souligner, c'est que cette vague que vous voyez, ces courbes que vous voyez, c'est la déflexion négative. En bas de zéro, c'est l'expiration. Évidemment, le côté positif, c'est l'expiration. Et quand vous voyez le graphique CPAP à votre droite, c'est ce que le CPAP fait, qu'il va livrer cette pression constante que l'on voit avec la ligne rouge pointillée, donc avec 5 cm d'eau. C'est normalement la pression que vous utilisez pour commencer le traitement d'un patient. Et vous voyez la pression au niveau de la respiration. C'est exactement la même chose que si vous étiez dans des conditions normales. Donc, les patients initient leur respiration, mais cette courbe est poussée vers le haut en termes de pression totalement positive. Et le but, c'est de d'améliorer les problèmes de perfusion et de respiration et espérer que cela va nous permettre de résoudre le problème d'hypoxémie. Et il y a une pression avec le CPAP. Alors, si vous regardez le BPAP, la pression par rapport à la courbe de temps, vous voyez deux choses. Il y a deux pressions maintenant. Une pression qui s'appelle la fonction de IPAP, qui est livrée de façon constante. Il y a également une autre pression, le IPAP, la pression d'inspiration. Et vous pouvez voir que la forme de pression au niveau de la courbe de temps est bien différente que ce que l'on voit avec la respiration normale ou avec le CPAP. Alors, le BPAP change la dynamique de la respiration. Je n'irai pas dans les détails, mais l'autre aspect de BPAP, c'est qu'ils ont des modes différents. Le mode spontané, ce que ce graphique dépeint, et c'est là où le patient génère la respiration. Mais c'est une question de contrôle. Et la machine supporte la respiration, alors qu'avec le CPAP, le patient respire par lui-même complètement. Il y a aussi un mode temporel. Il y a aussi le ST, donc le temps spontané dans la plupart des ventilateurs EPAP. Et c'est ce que l'on appelle un taux de soutien. Et typiquement, ce que l'on va faire, c'est d'établir, d'avoir un taux de soutien lorsqu'un certain temps a été atteint si le patient n'a pas initié sa propre respiration. Alors, si l'on voit de façon beaucoup plus rapprochée ces scénarios, les bénéfices dans la livraison des taux, et juste pour souligner la différence entre le IPAP et le EPAP, c'est vraiment, on est en termes de volume. Et pour évidemment nous débarrasser du gaz carbonique dans le flot sanguin. Et pour terminer, des modes de base que vous pouvez établir, c'est entre 5 et 10 cm de pression d'eau. Ça peut être chez un adulte comme pour un enfant. Pour le EPAP,
la norme serait de commencer avec un IPAP de 10. Ici, on le montre à 15, mais quelque chose dans cette portée-là, mais entre 5 et 15, et normalement, si la machine le permet d'avoir un estimé, nous pourrions avoir un appui entre 8 et 10. Je parle ici d'adultes. En termes de coronavirus, quelques points ici avec le IPAP, c'est d'éviter les volumes élevés. Alors, entre le IPAP et le IPAP, le but, c'est toujours d'avoir une respiration calme et dans, dans la plupart des cas, surtout si vous êtes euh, plus dans un volume moins élevé, je pense que ce sont les points principaux. Nous ne faisons que gratter la surface ici. Merci. Merci, Eric. Beaucoup d'informations là. Beaucoup de bons conseils concernant l'utilisation de l'oxymétrie dans la population pédiatrique, de même que des modes alternatifs pour fournir de l'oxygénation pour des patients qui ont des problèmes sérieux de pyxémie. Demandons à nos trois panélistes, commençant avec Dr. Eric. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de préoccupations au sujet des patients ventilés et la haut taux de mortalité, que le taux n'est peut-être pas aussi élevé qui est anticipé, surtout chez les plus jeunes patients avec moins de maladies sous-jacentes. Pouvez-vous nous parler de la situation au Lesotho et comment vous gérez vos ressources de ventilation et les opportunités que vous utilisez pour éviter la ventilation mécanique chez vos patients? Et ensuite, poserai la même question aux deux autres panélistes. Oui, alors notre approche est vraiment centrée sur les stratégies pré-intubatoires. Lorsque les ventilateurs sont disponibles, mais il n'y en a que quelques-uns, il n'y en a qu'une poignée. Et il y a plus de ventilateurs qui sont dans le processus d'être acquis, comme dans bien des endroits. Mais d'un point de vue plus élargi, il n'y a pas eu autant d'expérience avec la ventilation mécanique. Alors, au centre de traitement, comme je vous le disais, il y en a 17 au niveau des districts et qui ont été convertis en centres de traitement. Nous avons des plans avec le ministère pour appuyer la création de 2 unités de soins intensifs, mais mon sentiment, c'est que cela prendra du temps. La ventilation mécanique n'est pas aussi simple que d'utiliser simplement des ventilateurs mécaniques. Il y a tous les autres aspects. L'intubation est une procédure qui peut être enseignée rapidement, mais gérer un ventilateur, gérer les patients avec plusieurs complications organiques, c'est vraiment un autre enjeu. Alors, l'idée, c'est de concentrer au niveau de l'oxymétrie de pouls, surtout dans les cas d'hypoxémie, à administrer un haut débit d'oxygène. Si vous avez un problème avec cela, c'est bien sûr de trouver les bonnes échelles. Nous tentons d'éviter les ventilations mécaniques. Docteur Boyer, parlez-nous un peu de la situation en République démocratique du Congo pour ce qui est de la ventilation mécanique et les techniques que vous utilisez pour éviter, lorsque vous n'avez pas accès à cette ressource, quelles sont les techniques que vous utilisez pour vos patients? Pour être honnête, ici, à l'hôpital de Kinshasa, nous n'avons pas de ventilateur mécanique. Alors, tout ce que nous avons, ce sont dans les unités opératoires, mais dans les unités pour la commune, nous n'avons pas les ventilateurs mécaniques. Alors, il y a 2 sources d'oxygène, les cylindres et les concentrateurs d'oxygène. Mais dans notre plan, c'est que nous n'irons pas au-delà des ventilateurs
mais nous allons nous en tenir à ce que nous avons comme équipement, alors que donc c'est un flux optimal, optimisé, mais nous n'avons pas à utiliser des respirateurs mécaniques. Est-ce que vous utilisez les formations de position pour les patients qui ont de l'hypoxie? Oui, oui, nous avons des manœuvres de position corporelle pour que ce soit avec les masques. Oui, nous utilisons aussi la position fétale pour permettre aux patients de mieux respirer en plus de la mécanique d'oxygène. Je veux autre question là-dessus. Quels sont les qu'est-ce qui fait en sorte que vous décidez de quel est votre protocole pour monitorer la saturation d'oxygène, pour savoir si on doit modifier leur positionnement corporel? Je l'ai mis dans la diapositive, j'ai mis l'écart où nous fournissons de l'oxygène. Si c'est plus de 85 il y a le concentrateur d'oxygène. Et quand, euh, quand le flot d'oxygène ne s'améliore pas, nous allons changer la position du patient, mais également, en conséquence, on va commencer avec 5 litres, mais nous allons peut-être changer la position, mais il faut parfois changer rapidement au cylindre d'oxygénation. Alors, merci, Dr. Boyer. Dr. Susan, parlez-nous un peu des autres contextes où Alima est présent et comment vous répondez, surtout dans les institutions où il n'y a pas de ventilateur mécanique disponible et que même les ressources d'oxygénation sont minimum au mieux. Quelle est l'approche d'Alima en cette instance? Pour Alima, que ce soit la COVID ou non, où nous travaillons, nous nous assurons toujours que l'oxygène est disponible dans les unités d'hôpitaux. Alors, la première règle est de faire les éléments de base bien et de nous assurer qu'il y a des concentrateurs d'oxygène dans tous les hôpitaux. Et c'est ce que nous faisons. Je peux seulement faire écho à ce que Dr. Boyer et Eric ont dit, c'est que nous avons quelques hôpitaux à Dakar, à Ouagadougou, où il y a un ou deux ventilateurs disponibles. Les résultats n'ont pas été bons pour les patients qui ont été intubés dans la plupart des cas. Et je peux également souligner que, évidemment, il y a un besoin d'augmenter la capacité technique. Et je dirais que le besoin le plus urgent, et ce n'est pas seulement pour les médecins, mais ce sont pour les infirmiers et infirmières dans les soins intensifs qui doivent composer avec multiples problèmes. Et c'est là où nous devrons placer notre énergie pour développer notre capacité technique et recruter plus d'infirmiers et d'infirmières avec de l'expérience dans un environnement technique. Alors, ben, je peux conclure en disant que les thérapies d'oxygène devraient être disponibles dans tous les hôpitaux de district à tous les niveaux. Merci, Dr. Susan. Alors, il y a eu quelques questions sur la boîte de discussion, sur les infections croisées, l'utilisation d'équipements. Vous avez parlé, Dr. Eric, de décontamination. Les manufacturiers disent que, bon, ça doit être jetable, mais dans plusieurs cas, on ne peut fournir à la demande. Alors, on doit réutiliser ce qui normalement devrait être jetable. Quelle est la préoccupation générale au sujet de la réutilisation d'appareils et votre stratégie, Dr. Eric, et je vais poser la question à Dr. Boyer aussi, que vous utilisez sur le terrain pour tenter de prévenir
la contamination croisée. Euh, Lorsque vous utilisez du matériel qui a déjà été utilisé avec d'autres patients? Euh, c'est vraiment une très bonne question. Et c'est vraiment un dilemme. Juste pour vous dire que hier, j'étais sur un appel avec des collègues en Amérique et ils ont les mêmes conversations dans un contexte qui est pourtant différent, ce qui est très intéressant. Alors, ce que nous faisons, la première idée, c'est d'avoir euh, assez d'appareils pour que nous puissions les recycler, les désinfecter. Et il y a différents protocoles pour, par exemple, une phase de javelisation pour désinfecter les appareils respiratoires. Nous faisons cela, mais l'idée de désinfecter, usuellement, c'est un processus d'une journée. Et dans notre établissement, nous allons les faire sécher à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Mais, vous savez, ce n'est pas l'idéal, mais, mais c'est maximiser les ressources dont nous disposons. Merci. Docteur Boyer, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela au niveau de la réutilisation d'appareils jetables? Si je peux faire une liste de ce que nous utilisons pour la livraison d'oxygène, il y a les cannulas que nous pourrons réutiliser. Les masques faciaux, nous ne les utilisons pas à nouveau, nous en disposons, mais aussi l'humidificateur au niveau du concentrateur d'oxygène. Ce sont les outils que nous pouvons réutiliser et désinfecter selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, que nous pouvons utiliser ce protocole pour décontaminer après l'utilisation, après ça, les mettre au soleil pour les sécher complètement. Merci. Et je sais qu'au-delà la chloridation est une autre solution pour la décontamination. Permettez-moi aussi de vous demander, Dr. Eric, Dr. Boyer, l'utilisation de filtres, un mécanisme de filtrage pour certains des appareils de ventilation est quand même important pour éviter la contamination dans le circuit. Dr. Eric, vous avez parlé brièvement de certains des filtres requis, certainement pour la ventilation invasive, mais également pour la ventilation non invasive, notamment pour la thérapie d'oxygénation avec la chaleur. Oui, écoutez, lorsque nous établissons nous tentons d'utiliser les filtres viraux que nous pouvons appliquer à ces machines. Alors, certainement que c'est quelque chose que vous voulez garder en tête. Il y a autre chose dont je voulais parler que je n'ai pas mentionné auparavant, c'est que avec la pression positive de ventilation, c'est considéré comme plus qu'un haut débit et avec une plus grande préoccupation. Et on veut définitivement utiliser des précautions avec de telles mesures. Les filtres, c'est une bonne question. Euh, avec tous les enjeux de filtrage, c'est quelque chose sur lequel nous devrons évaluer avant d'avoir une réponse définitive. Oui, c'est effectivement une question un peu piège avec laquelle nous avons tous un peu de problème. Et ça revient au point de Suzanne au niveau de l'écosystème. Ce n'est pas juste les médecins, il y a évidemment toutes les ressources humaines très importantes à avoir des infirmiers, infirmières disponibles, avoir le personnel entraîné disponible et approprié. Plus tôt dans la boîte de discussion, il y a eu plusieurs questions au niveau de l'hydroxychloroquine. Docteur Susan, vous l'avez mis dans vos diapositives, je vous envoie la question, mais ce sont des données controversées, surtout l'article dans Lancet. Voulez-vous dire quelques mots où nous en sommes avec les traitements d'hydroxychloroquine? Pour être honnête, nous n'avons pas la preuve
de qualité pour pouvoir substancier une recommandation de traitement avec l'hydroxychloroquine. Les études sont en cours. Je réalise que ces données sont controversées et lorsque j'ai voulu exclure toute cette question d'hydroxychloroquine, mais j'ai raté. Mais d'aucune façon pouvons-nous endosser les conclusions de ce texte sur les effets ou les bénéfices ou les désavantages de l'hydroxychloroquine. Ils ont trouvé que l'âge, que la masse corporelle sont associés à un taux de mortalité accru. Alors, parfois, certaines données peuvent être utiles, mais d'autres non. Mais je pense que, en fait, nous apprenons tous et, et je comprends totalement pourquoi des dizaines de milliers, de centaines de milliers de cas, même avec un taux de mortalité qui est probablement de moins de 3 il y a bien des gens et nous devons faire quelque chose. Et l'hydroxychloroquine est disponible et les gens semblent familiers avec son utilisation. Alors, il semble que ça vaut la peine d'essayer quelque chose. Je comprends cela. Mais il faut être prudent parce qu'il y a des effets secondaires et il faut peser le poids du bénéfice par rapport aux inconvénients. Merci, Dr. Susan. Dr. Susan, Dr. Boyer, ces questions nous viennent de collègues en Afrique de l'Ouest. Selon les expériences, c'est une question en français. Je vais tenter de la traduire. Selon votre expérience, quels sont les enjeux de l'utilisation de l'oxymétrie de pouls, notamment dans le contexte ouest-africain, avec autres préoccupations comme manque de personnel, la chaleur. Peut-être nous en parler davantage, Dr. Susan et Dr. Boyer. Quels sont les défis contextuels? Les défis contextuels d'utilisation de l'oxymétrie de pouls, premièrement, c'est technique. Comment robuste est la machine? Comment la batterie, quelle est la durée de vie de la batterie? Quelle est la capacité des senseurs? Dans l'utilisation de l'oxymétrie de pouls, depuis que je fais de la médecine humanitaire depuis 15 ans, c'est très intuitif. Les gens le comprennent rapidement et comment interpréter les résultats. Alors, je n'ai pas de préoccupation par rapport au travers de la santé de pouvoir utiliser cela de façon appropriée. Je pense que Dr. McCollum nous a montré une étude fort enrichissante sur l'utilisation de l'oxymétrie de pouls. Alors, de base, et nous espérons que nous pouvons identifier la qualité des mécanismes qui ont une longue durée. Si les senseurs brisent facilement, ou nous savons que le vrai problème sera de nous réapprovisionner en partie en éléments de remplacement. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations à rajouter. Oui, bien sûr. L'oxymétrie de pouls a été utilisée dans plusieurs contextes à différents niveaux avec des patients hospitalisés. Alors, notre stratégie, c'est, avec la réponse à la COVID, c'est d'intégrer dans le système de santé et d'aller à l'extérieur du contexte hospitalier, mais au terme des problèmes techniques, ce que nous devons considérer, ce sont les aspects de contamination d'un patient à un autre, à nous assurer que nous avons un protocole de décontamination avant de réutiliser un appareil d'oxymétrie de pouls, si c'est possible. Merci, Dr. Boyer. Autre question pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour des patients qui, vous soupçonnez, peuvent avoir la COVID ou avoir été exposés à la COVID, mais qui n'ont pas d'hypoxie, qui ont peut-être le souffle coupé, de la fièvre, une toux, mettons qu'ils ont peut-être plus de risques, qu'ils sont plus vieux, qu'ils ont une comorbidité ou des maladies chroniques. Comment vous gérez ce type de patients
qui n'ont pas besoin d'hospitalisation immédiate. Ouais, alors, ce que je dois mentionner, c'est que nous suivons les lignes de conduite nationales du Congo. Tous les patients soupçonnés d'avoir la COVID-19, confirmés ou soupçonnés, mais qui n'ont pas de signes, doivent être gérés à la maison. Alors, au niveau de l'hôpital, c'est au triage que l'oxymétrie de pouls va nous permettre d'établir si le patient est plus à risque ou s'il n'a pas de symptômes cliniques, mais si l'on doit l'admettre au niveau de l'hôpital. Mais la ligne de conduite, s'il n'y a pas de signes, s'il n'y a pas de symptômes, le patient n'a pas besoin d'hospitalisation. Laissez-moi faire un suivi là-dessus. Quelle sorte de ligne de conduite donnez-vous aux patients que vous renvoyez à la maison qui ne sont pas admis en termes de recommandations? Jusqu'à quel point vous les invitez à revenir pour avoir des traitements si nécessaire? La recommandation est que chaque cas de COVID-19 doit être géré au niveau des districts. Le médecin en charge de la zone rouge, chaque individu appartient à un des niveaux du système de la santé. Alors, si le patient est listé comme étant un contact, il doit être donc évalué par le comité de surveillance et ils vont lui rendre visite quotidiennement et pour assurer qu'il n'y ait pas de complications et que l'on puisse réagir immédiatement en cas de complications. Mais c'est au niveau du comité. Merci. Je veux juste souligner que les politiques nationales sont assez aléatoires. En Guinée, par exemple, un cas soupçonné doit être hospitalisé. Et c'est comme ça que l'on a des unités hospitalières avec plus de 400 patients. Et je pense que cela devra changer parce que ce n'est pas gérable. La prochaine phase dans la réponse à la COVID, c'est d'accompagner les ministères de la Santé afin de développer un cadre de gestion approprié et applicable. J'ai vu que les gens ont posé la question à savoir le monitoring d'oxymétrie à la maison. Et cela, évidemment, est une question de coût et faire en sorte que nous pouvons avoir un suivi de l'équipement. Et il y a plusieurs types de mécanismes, plusieurs types d'appareils, les plus dispendieux qui sont dans les hôpitaux, mais il y a également d'autres qui sont beaucoup plus abordables pour l'utilisation à domicile. Alors, je sais que certains médecins, sur leur propre initiative, ont acheté des oxymètres portables. Alors, je pense que l'oxymétrie de pouls est beaucoup plus utilisée que nous le reconnaissons. Il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui prennent leurs propres initiatives. Laissez-moi vous poser une question. Je sais que nous arrivons à la fin de notre temps, mais Dr. Susan, concernant justement ces spécifiques, jusqu'à quel point les oxymètres sont-ils utiles quand vous n'avez pas les outils et l'habilité de faire une intervention? Quelle est l'utilité de ce diagnostic? Je sais que nous avons beaucoup d'opinions là-dessus, mais parlez-nous un peu, là, peut-être Dr. Boyer aussi, nous parler de cette question particulière. Mais l'hypoxémie, avec un taux de chute d'oxygénation, 96 une journée, et le jour d'après 94 et le jour d'après 93, ce sont des signes qui nous disent qu'il y a besoin d'hospitalisation. Alors, il y a des outils de surveillance qui sont fort utiles et c'est ce que j'ai souligné dans mes remarques préliminaires. Et il y a encore un débat dans le monde médical à savoir à quel nombre doit-on procéder à l'oxygénation d'un patient. Mais en termes d'outils d'évaluation, il n'y a pas de doute, surtout dans la COVID où l'hypoxémie est une des maladies
associés. Cela fait beaucoup de sens d'avoir cette surveillance-là. Docteur Boyer, pouvez-vous rajouter quelques commentaires là-dessus? Bien sûr, comme Suzanne l'a dit, c'est un outil d'évaluation qui est très utile et qui a son importance. Mais dans le contexte de la COVID, parce que nous apprenons tellement à chaque jour, cela aussi peut être utile dans le protocole pour changer les décisions. Mais au niveau de l'hôpital, nous avons des concentrateurs d'oxygène. Nous n'avons pas toujours les moyens d'en avoir plus autant que nous voudrions, mais je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons apporter une attention particulière pour les besoins des patients au niveau de l'hospitalisation et nous avons besoin de plus de matériel d'oxygénation. Je vais ajouter deux choses. C'est l'un des outils les plus importants pour évaluer les risques et je pense que cette mesure vraiment devrait être utilisée même en l'absence d'oxygène comme un marqueur de risque qui peut déclencher des références, même si cela prend du temps, même s'il n'y a pas de l'oxygène disponible immédiatement. Nous savons que beaucoup de travail qui a été fait sur la saturation d'oxygène et même dans une saturation normale d'oxygène qui nécessite de l'oxygène, cela peut nous indiquer des plus hauts risques. Merci à tous. Nous avons dépassé l'heure de 20 minutes, donc 5 minutes au-dessus du temps qui nous était alloué. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous tous. S'il y a des questions que nous n'avons pas répondues, nous avons fait notre possible pour répondre au plus possible. Je veux aussi remercier plusieurs autres experts qui sont sur cet appel, plusieurs qui ont de l'expérience clinique et qui ont répondu aux questions dans la boîte de discussion. Merci donc pour cela. Merci à vous tous pour nos panélistes, pour nos hôtes d'Assist International, de l'Université Johns Hopkins, de Livebox. Je veux dire qu'il y a eu des questions. Où sont les outils d'oxymétrie de pouls? Mais Livebox est un organisme de charité dont le programme de base livre des ressources d'oxymétrie de pouls pour ceux qui en ont le plus besoin, surtout en termes de chirurgie et d'anesthésie, mais dans plusieurs autres domaines hospitaliers de soins de santé. Alors, c'est disponible. C'est disponible sur le site www.lifebox.org et vous pouvez peut-être. Nous voulons exprimer notre gratitude et notre soutien pour tous ceux qui donnent des soins de santé à travers le monde pour tenter de combattre cette pandémie. Nous apprécions ce que vous faites, votre patience, votre engagement communautaire. Cette session sera disponible. Merci pour votre participation. Demeurez en santé et en sécurité. Nous espérons pouvoir continuer cette conversation rapidement. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Thank you guys so much for. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et cela s'est bien déroulé. Et je pense que nous avons eu de très bons échos dans la boîte de discussion. Merci d'avoir été là. Nous allons avoir maintenant un petit sondage pour ceux qui ont participé, pour savoir où nous... Avant, désolé, je parlais et mon micro était fermé. Mes excuses à tous. Je voudrais remercier les panélistes, tous les médecins qui ont participé. Je veux remercier nos supporters, la Fondation GE, et les grandes commanditaires et bien sûr le projet ECHO. Et juste pour dire, nous ferons un sondage, mais toutes les informations, comme l'a dit le Dr. Weiser, seront disponibles. Nous allons envoyer le tout par courriel, le matériel, les enregistrements, ce sera sur notre site web.
Merci à Stanford Global Anesthesia qui ont mis une application dans la ressource. Je vais inclure le lien dans la boîte de discussion et nous l'enverrons également dans le suivi. Et encore une fois, joignez-nous au groupe WhatsApp. Nous allons continuer la discussion. Si vous avez des problèmes à vous joindre à nous. Et comme l'a dit Chase, désolé de nous avoir interrompu. Nous allons maintenant avoir un court sondage. On vous invite à le remplir. C'est très utile pour nous. Merci encore une fois à Lifebox, John Hopkins, Alima et tous d'avoir été là.